Bonjour à tous. On a le plaisir de recevoir pour ces nouveaux midis de Brésil Vivian Luiz Fonseca, qui est professeure d'histoire de l'Université de l'État de Rio de Janeiro, l'UERJ, et chercheuse au CPDOC de la Fondation Getúlio Vargas, où elle coordonne le programme d'histoire orale et la licenciature d'histoire à l'École des sciences sociales de la Fondation Getúlio Vargas. Actuellement, elle est en postdoctorat, en séjour postdoctoral ici à l'EHESS avec moi, avec une bourse du programme CAP Sprint. Vivian est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de thématiques différentes, mais toutes d'une façon ou d'une autre liées les unes aux autres. Le patrimoine, notamment le patrimoine immatériel, sujet dont elle va parler aujourd'hui. L'histoire de l'art, c'est un projet actuel dont elle s'occupe et qui ne sera pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est l'objet de son travail ici à l'EHESS actuellement. Elle s'occupe aussi des humanités digitales, elle s'occupe aussi de l'histoire du sport. Sa thèse a été faite sur la capoeira, sujet de la conférence d'aujourd'hui. Elle a soutenu à la Fondation, au CPDOC de la Fondation Getúlio Vargas, sous la direction de Mário Greenspan. Et justement, c'est le thème de la conférence qu'elle va nous faire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Monica Spoon pour l'invitation et aussi pour l'accueil au CRBC à l'EHSS. Comme elle a dit, je fais un postdoctorat maintenant avec une bourse du gouvernement brésilien, de l'agence CAPES, à qui je remercie officiellement. Ce projet, c'est lié au thème du patrimoine numérique. Aujourd'hui, je parle toujours sur le patrimoine, mais je vais parler sur une recherche développée par ma thèse de doctorat, soutenue en 2014 et que je suis en train de réviser pour la publier. Dans ma thèse, basée sur l'étude des cas du registre de la capoeira, réalisée en 2008, j'ai analysé la genèse politique et intellectuelle de la sauvegarde du patrimoine immatériel au Brésil. Mon analyse s'est concentrée principalement sur les deux mandats du président Lula et sur les administrations des ministres de la Culture, Gilberto Gil et Juca Ferreira. Évidemment, avec une attention particulière aux actions de l'IFAM, qui c'est l'agence fédérale brésilienne dédiée à la préservation du patrimoine. L'IFAM est le principal responsable de la conception et de l'application de cette politique, mais il existe un certain nombre d'institutions et d'acteurs qui interagissent dans ces processus patrimoniaux, ce qui le rend encore plus complexe. Dans ma thèse, pour comprendre la politique de sauvegarde du patrimoine immatériel et les spécificités de la patrimonialisation de la capoeira, j'ai fait une analyse panoramique sur les biens culturels registrés jusqu'en 2010, soit 20 registres. Cette analyse était basée sur les informations et sources disponibles online chez les sites Internet de l'IFAM et aussi par la bibliographie spécialisée. Pour les cas de la capoeira, j'ai utilisé les documents, les autres sources. J'ai utilisé les documents produits par les capoeiristes et de plusieurs institutions aussi, comme du ministère de la Culture, de l'IFAM, du Centre national de folklore et culture populaire, qui à partir de 2004 est lié à l'IFAM aussi, Fondation culturelle Palmares, qui c'est une fondation créée en 1988 dédiée à la aux manifestations culturelles afro-brésiliennes, aussi avec les sources de l'Assemblée nationale, des ministères de Relations étrangères, du Musée de la République et des autres. Je fais aussi beaucoup de recherches de terrain et des entretiens d'histoire orale avec le chercheur et consultant de processus de patrimonialisation, certains capoeiristes, l'employé de IFAM responsable pour les rapports techniques du registre et avec le ministre de la Culture, Juca Ferreira.
Cette fois, pour organiser cette conférence, j'ai eu du mal à trouver quelques informations, quelques sources, parce qu'une bonne partie de mes sources sont bien fermées à FGV et avec la pandémie, je ne peux pas demander à mes collègues de les trouver et de m'envoyer. Mais le pire, c'est que aussi parce que le gouvernement brésilien actuel, ça veut dire Bolsonaro, a eu l'idée de centraliser les sites Internet de toutes les institutions fédérales. Et il avait des choses qui n'étaient pas disponibles parce qu'elles étaient en train de faire étaient en cours de migration. Alors, avant de continuer, je voudrais faire une petite remarque. Je me suis trouvée à penser la thématique du patrimoine immatériel un peu par hasard au début. Pendant 2006 et 2009, je faisais une recherche sur capoeira pour mon master. À cette époque, je travaillais avec le thème de construction d'identité, transmission de traditions, mobilisation mémoriale, les usages du passé. Je faisais beaucoup de recherches de terrain et j'ai fait plusieurs entretiens d'histoire orale avec les maîtres de capoeira, si on peut traduire comme ça. Et peu à peu, le thème du patrimoine a commencé à être discuté parmi les capoeiristes. Parfois, je les écoutais très enthousiastes à l'idée de devenir un patrimoine. D'autres fois, un peu effrayés par les conséquences que cela pourrait avoir. Surtout si l'État voulait prendre le contrôle de la pratique et dire ce qui pouvait ou ne pouvait pas être fait. C'était dans ce contexte-là que j'ai commencé à construire ma recherche à l'époque. Premièrement, intéressé à comprendre les impacts de la patrimonialisation sur les groupes de capoeira. Et après, intéressé surtout à comprendre la formation et la concrétisation de cette politique publique. J'ai fait cette introduction pour que vous connaissiez un peu le contexte général de ma recherche, dont la conférence aujourd'hui est un extrait. Aujourd'hui, je me concentre sur la patrimonialisation de la capoeira, toujours, mais avec l'objectif de faire une réflexion sur la diversité des acteurs sociaux et questions sur lesquelles les registres de immatériel sont liés. En ce qui concerne la capoeira, mais ça se passe aussi avec des autres manifestations afro-brésiliennes et indigènes, on trouve la discussion des réparations et aussi la patrimonialisation se montre comme un outil d'accès à plusieurs droits. Avant de parler sur la capoeira, je voudrais faire quelques remarques sur la politique de patrimoine immatériel au Brésil et son contexte. Nous avons deux moments comme point de repère récent pour la politique de sauvegarde du patrimoine immatériel. Le premier est la Constitution fédérale de 1988, qui consacre une nouvelle perception de la culture, la rapprochant du concept de citoyenneté par opposition à une perspective de la culture comme divertissement. En outre, la Constitution reconnaît l'importance de divers groupes sociaux pour la formation brésilienne, en mettant l'accent sur les indigènes et les afro-brésiliennes, et en soulignant l'importance de préserver les manifestations culturelles associées à ces groupes. Dans la Constitution de 1988, le terme patrimoine immatériel apparaît pour la première fois. Jusqu'à ce moment-là, juste le patrimoine matériel était considéré pour la préservation. Malgré cela, l'instrument qui réglemente la préservation de l'immatériel apparaît en août de 2000 par le biais d'un décret présidentiel pris par le président Fernando Henrique Cardoso. C'est notre deuxième point de repère. Et aussi, c'est le produit de débats développés à l'IFAM, mais aussi de dialogues internationaux à l'UNESCO. Le décret 3551 de 2000 est une étape importante puisqu'il établit le registre comme un instrument de reconnaissance du patrimoine immatériel.
Alors, c'est avec ce décret que les cultures populaires, les savoir-faire, les fêtes, elles commencent à être préservées, patrimonialisées au Brésil. Les registres est équivalent du terme qu'on utilise en portugais, tombamento, pour le patrimoine immatériel. Alors, au Brésil, on fait cette différence. Tombamento, que ça veut dire un type de classement, est utilisé pour le patrimoine matériel, et registre pour le immatériel. Ce terme registre est utilisé aussi pour plusieurs chercheurs. Par exemple, Chiara Bortolotto, quand elle parle de la convention de l'UNESCO. En ces cas-là, le terme registre a comme objectif expliciter la dynamicité et la caractéristique processuelle de ces manifestations culturelles. En ce qui concerne le patrimoine immatériel, je voudrais souligner que cette politique impose de nouveaux défis à les institutions responsables pour sa sauvegarde. Comme un patrimoine vivant, ils sont nécessaires les actions de promotion indirecte qui permettaient à les communautés surmonter les difficultés qui peuvent se mettre comme un obstacle pour la continuité des manifestations culturelles patrimonialisées. Cette-là, c'est une remarque que plusieurs chercheurs dédiés au thème perçoivent, une caractéristique qui se pose dans le contexte national et international. Cette difficulté, nous l'avons constatée jusqu'à aujourd'hui. Et pour en revenir au cas brésilien, surtout dans les premières années de fonctionnement de cette politique, une période sur laquelle je concentre mes recherches. Dans le cas de la capoeira, cette dimension est tout à fait évidente, surtout quand on pense à la difficulté d'une telle manifestation, qui est assez hétérogène et largement diffusée au Brésil et à l'étranger. Bien que le décret qui a institué le registre des biens immatériels a été pris pour le gouvernement Fernando Henrique Cardoso et aussi les deux premiers registres, il est possible de voir le développement de cette politique dans les années suivantes. Je vais montrer les images après pour pas couper le texte. D'accord, Monica? C'est sous le gouvernement Lula et les administrations des ministres de la Culture, Gilberto Gil et Juca Ferreira, qui ont un approfondissement de l'institutionnalisation de cette politique a été constaté, ainsi que la question de culture populaire est devenue le centre de préoccupation du ministère. Cette dimension a renforcé la sauvegarde du patrimoine immatériel tout au long des années 2000. Gilberto Gil a été nommé au ministère de la Culture au début du gouvernement Lula, en janvier 2003, et y est resté jusqu'à 2008, date à laquelle Juca Ferreira, jusqu'alors son secrétaire exécutif, est devenu ministre. Nous pouvons comprendre que Ferreira est une gestion de continuité, surtout dans les domaines qui nous concernent. C'est une dimension que le président Lula a même souligné lors de la cérémonie de nomination de Juca au poste de ministre. Plusieurs chercheurs soulignent que le ministère de la Culture de Lula est guidé par une réorientation de ses actions. Le ministère, en tant que formulateur des politiques publiques, s'oppose à la logique néolibérale et des renonciations fiscales. Je voulais remarquer quelques autres caractéristiques. Le renforcement de la perception de la culture comme citoyenneté et du droit culturel comme un droit qui devait être compris sur le même plan que les autres. Une action conjointe avec le ministère des Relations extérieures et la détermination de l'expansion du rôle international du Brésil par le biais de la culture. Et en ces cas-là, en mettant l'accent sur les thèmes de la diversité, de l'inclusion et de la culture de la paix. Une attention particulière aux groupes populaires et aux manifestations culturelles afro-brésiliennes. Au cours de cette période, l'IFAM a également été restructuré avec un concours public pour la composition de son personnel.
Pour ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons constaté l'investissement dans l'institutionnalisation et l'amélioration de cette politique en intérêt partagé entre l'IFAN et les ministères. Cette harmonisation, si on peut dire comme ça, n'est pas évidente. Voir les scénarios qui sont très différents que nous avons aujourd'hui quand on parle de ministère, que ce n'est pas un ministère maintenant, c'est un département de culture et l'IFAN. C'est au cours de cette période de Gilberto Gil que le département de patrimoine immatériel et la chambre de patrimoine immatériel du conseil consultif de l'IFAN ont été créés. Le conseil est responsable pour la délibération sur les classements et sur les registres. Et aussi une série de documents normatifs visant à détailler et réglementer la politique de patrimoine immatériel a été publiée. Néanmoins, nous ne pouvons pas dire que cette période était un paradis, voire des grèves pour meilleur salaire et des plaintes sur la structure de travail. Mais en fait, il y a eu un investissement dans l'institution qui a divergé de la période précédente. Les cultures populaires et surtout les cultures noires, comme j'ai dit, occupent une place privilégiée dans les préoccupations du ministère à ce moment-là. La vision selon laquelle la capoeira présentait un intérêt particulier pour les ministres Gilberto Gil et Juca Ferreira est largement diffusée et que cette patrimonialisation est le reflet de ces intérêts pour les cultures populaires et noires. D'une part, cet investissement du ministère est évident et d'autre part, d'autres points doivent être soulignés. Le ministère a suivi de près et promu d'autres manifestations, comme les samba de roda do Recôncavo da Bahia. Et l'autre question, c'est que la recherche du patrimoine, la recherche pour devenir un patrimoine, est également une idée développée par des segments de capoeiristes, articulés avec d'autres institutions liées à la préservation du patrimoine. En ce qui concerne l'attention particulière du ministère, il y a eu un événement qui est pris comme un point tournant dans ses actions. Cet événement a eu lieu à Genève, aux Nations Unies en août 2004. En ce moment, le ministre de la Culture, Gilberto Gil, est l'un des principaux invités à rendre hommage aux victimes de l'attentat contre les services diplomatiques des Nations Unies dirigé par le Brésilien Sérgio Vieira de Mello, en août 2003 en Irak. C'était la deuxième participation de Gil à des hommages aux victimes de cet attentat, la première ayant eu lieu l'année précédente, et c'était le concert de la paix. Dans ce concert, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, présente Gil en tant que musicien et ministre de la Culture. Il a été le porte-parole des droits de l'homme, de la justice sociale et de la protection de l'environnement, et surtout pour le mouvement visant à rapprocher la culture à tout le peuple. Je voudrais souligner le fait qu'avant d'être ministre, Gilberto Gil était déjà un chanteur et un artiste très connu au Brésil et dans le monde entier. Et bien souvent, la capitale de l'artiste se reflète chez les ministres, ce qui donne une plus grande répercussion aux actions du ministère. Et ça ne marche plus avec Juca Ferreira, par exemple. La deuxième participation de hommage aux victimes de Bagdad en 2004 a été marquée pour la présence de maîtres et de capoeiristes brésiliens et étrangers de différents âges et origines sociales. Dans cet hommage, les ministres associent la carrière de Vieira de Mello à sa patrie d'origine. Dans son discours, Gil met en lumière ce qu'il considérait comme une tradition brésilienne, la conservation de la paix en positionnant le rôle que le Brésil aurait pour son établissement dans le scénario contemporain. Il évoquait aussi l'image d'un pays pacifique et en même temps avec une grande diversité culturelle. Aussi, on peut penser maintenant, avec le Brésil qu'on a maintenant, ce type de représentation.
Et Rive Alencar et Alexandre Barbalho, ils soulignent que bien que le gouvernement Lula a changé un peu le rapport avec la culture, c'est continue un vestige de l'imaginaire national qui perçoit le pays comme pacifique, cordial, harmonieux. Bon, alors, dans la plupart de son discours, Gilberto Gil annonce les actions destinées à la capoeira que le ministère se proposait de faire. Les soutiens diplomatiques aux capoeiristes à l'étranger, une pension spéciale pour les artistes, y compris les anciens maîtres, l'insertion de la capoeira dans les collèges et lycées, mais il profite également de l'espace de dialogue international privilégié pour souligner que le Brésil entend assumer des positions de premier plan dans les actions visant à stimuler la diversité et l'établissement de la paix. Cet investissement, on peut voir, par exemple, pendant la signature de la Convention pour la diversité à UNESCO en 2005. Gil manifeste aussi l'intérêt du ministère et du gouvernement Lula à reconnaître la capoeira, une pratique afro-brésilienne, comme une icône de la représentativité du Brésil devant les autres peuples. Dans plusieurs moments, Gil et Juca soulignent l'importance de la capoeira pour la formation de l'identité nationale et sa représentativité à l'étranger. Gil, il dit aussi qu'il ne pourrait y avoir une date plus significative que celle-ci, en hommage à la paix mondiale pour faire une réparation historique à cette manifestation des esclaves africains au Brésil. Cette dimension de réparation est constamment mobilisée lorsqu'il s'agit de promouvoir des manifestations culturelles des groupes sociaux noirs. Et ça, c'est une question qui, même le gouvernement, les institutions et aussi les mouvements sociaux et les autres acteurs le mobilisent. L'événement organisé aux Nations Unies est souvent considéré comme une étape importante dans le changement d'attitude du ministère vers la capoeira. En ce moment-là, il ne parle pas de patrimoine, mais en 2005, on peut percevoir cette discussion dans le ministère. La capoeira en tant que patrimoine commence à devenir une réalité en février de 2006, lorsque le président de l'IFAM a demandé à la directrice du département de patrimoine immatériel de l'Institut d'ouvrir un processus d'enregistrement. La patrimonialisation de la capoeira présente des particularités. L'un d'eux concerne la personne qui en fait la demande, le président de l'IFAM. Elle est aussi la première manifestation à avoir un double registre. Le savoir-faire des maîtres et la roda sont nommés en 2008. De plus, en général, les registres prennent comme référence des lieux géographiques circonscrits, attirant l'attention sur les lieux où la pratique culturelle se déroule, son origine ou les lieux où elle se manifeste avec plus de force. Cela n'empêche pas l'existence des actions de sauvegarde pour les communautés d'autres régions. Un exemple de cela sera la pression de Baianas d'Acarajé, présente dans d'autres régions que Bahia et Rio de Janeiro. Plus tard, les danseurs de Carimbó, une danse du Pará, au nord du Brésil, feront les mêmes. Cependant, dans le cas de la capoeira, vu sa diffusion intense dans tous les pays, ces deux registres sont les seuls qui ont été enregistrés comme nationaux, perdant ainsi ces liens avec des territoires plus démilités. Malgré cette considération, son processus d'inventaire a été réalisé dans 3 villes, Rio de Janeiro, Salvador et Recife. Au départ, les recherches historiques et des terrains n'étaient prévues qu'à Rio de Janeiro et à Salvador. Sont des endroits très consolidés chez les praticiens, même dans l'historiographie de la capoeira, comme les berceaux historiques de la pratique. Cependant, Recife est inclus en raison de demandes de capoeiristas de Pernambuco, que c'est l'État où Recife se trouve,
articulés, ils ont fait pression sur l'IFAN pour que leur histoire soit inclue en ce moment-là. Alors, ils voulaient la recherche aussi sur eux et sur sa ville. Cette dimension n'apparaît pas dans le dossier d'inventaire pour l'enregistrement et la sauvegarde de la capoeira produit par l'IFAN, dans lesquels le choix de 3 villes est justifié par le grand nombre d'esclaves d'origine africaine et qu'elles ont reçu et parce qu'elles sont devenues des sanctuaires de l'ancienne capoeira, principalement Rio et Salvador. En raison de cette caractéristique même de la recherche proposée dans l'inventaire, une recherche de terrain et aussi une recherche historique, il a été considéré comme une tâche difficile, pour ne pas dire irréalisable, de rendre compte de la recherche dans toutes les régions où la capoeira se manifeste au Brésil. Mais il faut discuter pourquoi ces 3 villes. Dans les dossiers, il est indiqué le choix de ces 3 villes pour être liées avec un passé historique important pour la capoeira. Dans les cas de Rio de Janeiro et Salvador, il est possible de trouver documentation abondante sur la capoeira, principalement à partir du 19e siècle, ainsi que d'établir comme les principaux centres de diffusion de la capoeira au 20e siècle. Cependant, en ce qui concerne Recife, la quantité de recherche était encore modeste, et de plus, elle ne figure pas dans l'imaginaire du monde de la capoeira au même niveau que les 2 autres villes. Enfin, des recherches récentes montrent qu'il était possible de trouver des types de capoeira dans les principales villes portuaires du pays au cours du 19e siècle, et pas seulement à Rio, Salvador et Recife. Le soutien au choix de la capitale de Pernambuco, Recife, est venu de 2 points. Le centenaire du frevo. Frevo, c'est une manifestation, un type de danse lié au groupe afro-brésilien. Et sa patrimonialisation a été réalisée en 2007. Et dans la patrimonialisation de frevo, la participation des capoeiristes dans la création de CEPA s'était renforcée. Et aussi, le deuxième point, le fait que Recife était une ville portuaire qui recevait de grandes vagues d'esclaves. La pression des capoeiristes mentionnée ci-dessous, on ne peut pas voir dans les produits officiels de processus de registre. Dossiers, les vidéos, les rapports, tous les documents. Mais cette demande d'inclusion montre à quel point cette dimension de reconnaissance par l'État joue un rôle important pour les communautés qui sont visées par cette politique. Un élément sur lequel je voudrais faire le commentaire est la coordination de l'inventaire. L'inventaire a été, que c'est la recherche, on peut dire comme ça, a été coordonné par les chercheurs Wallace de Deus et Maurício Barros de Castro. Barros de Castro est un chercheur réputé dans le domaine de la capoeira. La coordination et ou l'exécution des inventaires par les chercheurs et les professeurs d'université n'était pas spécifique à la capoeira. Par exemple, la samba de roda, coordonnée par le professeur Carlos Sandrone, on peut dire aussi sur le rôle de la professeure Dominique Galois dans le cas de la sauvegarde de Waiapi. Plusieurs auteurs ont souligné et réfléchi sur le rôle des anthropologues spécifiquement dans cette politique. Mais je voudrais ici signaler la participation du monde universitaire en général dans la construction de ces processus de patrimonialisation. Dans le cas de la capoeira, j'ai fait un ajout supplémentaire, car il est très courant que le chercheur soit également le joueur, le capoeiriste. Alors, les actions de valorisation de la capoeira ne sont pas seulement passées par le biais du patrimoine, mais aussi le ministère a fait des autres actions. En 2005, le premier appel à projet pour la capoeira est lancé dans le cadre du programme Cultura Viva, Culture Vivante, et spécifiquement pour l'État de Bahia. Cette action montre des liens avec certaines propositions annoncées pour Gil en 2004 aux Nations Unies, dans lesquelles il a souligné qu'il avait l'intention d'affirmer que Bahia était une sorte de Mecque de la capoeira. Je ne sais pas si je dis bien Mecque, mais je
pense que ça marche. En ce qui concerne l'appel au projet de 2005, je voudrais également souligner les insatisfactions et les plaintes de certains capoeiristas dos autres États. Beaucoup se sont demandé pourquoi la capoeira da Bahia avait un traitement spécial. Les actions de promotion de la capoeira ont pris de l'ampleur en 2006, non seulement grâce au registre qui a été ouvert en ce moment, mais aussi avec un lancement d'un programme de promotion de la capoeira de dimension nationale et avec un budget important. Le programme Capoeira Vivante a eu 2 éditions et a mis à disposition un total de 2.130.000 reais pour le financement de divers projets. Enseignement de la capoeira, production de recherche, documentaires, livres, projets sociaux, organisation d'archives. Aussi, ils ont organisé des séminaires et ils ont donné des bourses pour les maîtres de capoeira. Et un troisième appel à projet a été élaboré, mais il n'était pas lancé et on ne sait pas la justificative. Le Museu de la République, Museu da República, à Rio de Janeiro, a été l'institution choisie pour coordonner la première édition. La deuxième a été coordonnée par une fondation de Salvador. Une fois de plus, nous voyons Rio et Bahia avec une grande centralité dans les actions de capoeira. Ces États ont également concentré plus de la moitié des projets approuvés lors du premier appel. L'importance de ces prix... oui, je voudrais souligner que le choix du Musée de la République pour coordonner l'édition de 2006 a été justifié par certains capoeiristes comme un choix symbolique, ça veut dire régler une dette historique que la République aurait envers la capoeira. Quelle que soit la raison, nous sommes intéressés à renforcer l'idée de la dette que l'État brésilien aurait avec la capoeira, en soulignant d'autre part le caractère de résistance de la pratique et l'importance des actions de réparation. Je souligne que le paiement de la dette n'est pas en faveur que l'État faisait, et cela était très clair pour les capoeiristes. L'importance de ces prix pour la préservation de la diversité culturelle brésilienne est soulignée dans les 2 éditions. Et en 2007, c'est souligné aussi que ce programme était en accord avec les lignes directrices de la politique culturelle du ministère et aussi avec la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO de 2005. Malgré la demande qui a généré l'ouverture de processus de patrimonialisation datant de 2006, directement associée aux initiatives du ministère, la première demande de reconnaissance patrimoniale de la capoeira au niveau fédéral démontre que des autres acteurs ont également suggéré la possibilité de la patrimonialisation. Monica, combien de temps j'ai encore? Avec le problème avec l'Internet, je suis un peu perdue. Une dizaine de minutes, un quart d'heure. Ok, ça marche. Merci. Alors, la première demande formelle nous renvoie à l'année 2004 et est signée par le député fédéral Alice Portugal du Parti communiste du Brésil, la région de Bahia. Cette demande met en lumière les articulations politiques promues pour le secteur des capoeiristes baianais qui, à travers la promotion de la capoeira patrimoine, excusez-moi, ont cherché un contrepoint à la compréhension de la capoeira sport et aux tentatives de contrôle et de régulation par les conseils fédéral et régional d'éducation physique. Les litiges avec le conseil d'éducation physique a été provoqué par la promulgation d'une loi en 1998 qui réglemente la profession d'éducation physique et a créé aussi les conseils fédéraux et régionaux. Par la suite, le Conseil fédéral a défini les activités qu'il devait réglementer et a touché plusieurs manifestations, telles que la capoeira, le yoga, pilates, arts martiaux, etc.
Alors, la députée Alice Portugal, elle a commencé à dialoguer avec les capoeiristes car elle était les rapporteurs d'un projet de loi qui visait à réglementer plusieurs professions touchées par les mesures des conseils d'éducation physique. Ainsi, l'une des issues suggérées par les praticiens de ces manifestations était sa propre réglementation. Dans le cas de la capoeira, depuis 2002, cet agenda reste ouvert et une série de projets de loi visant à réglementer la profession de maître d'enseignant de capoeira se sont multipliés à l'Assemblée nationale. L'agenda, ce sujet est un sujet controversé dans le monde de la capoeira. Outre la voie de la réglementation, une autre voie possible est celle de la patrimonialisation. La demande d'enregistrement faite par la députée avait été envoyée par la présidente, envoyée au ministre de la Culture, Gilberto Gil, en mai 2004, environ 3 mois avant l'événement aux Nations Unies. La demande n'est pas acceptée par les femmes, car le décret 3551 stipule que le législateur n'est pas une partie légitime pour demander l'ouverture de registre. Après, la députée, elle demande à nouveau plus ou moins 2 ans après. Et ces deux demandes séparées alors pour 2 ans montrent que non seulement l'agenda était toujours vivante, mais que la députée et les groupes de capoeiristes baianais étaient toujours articulés. Dans la première sollicitation, Alice Portugal a justifié la demande de la patrimonialisation de la capoeira et a justifié que la demande de patrimonialisation de la capoeira était conforme à la Constitution fédérale, puisque la pratique en question, c'était une création artistique liée au segment afro-brésilien de la population. La députée n'a pas été le seul à renforcer l'association de la capoeira en tant que manifestation culturelle afro-brésilienne, comme j'ai déjà souligné à propos des ministres. Cette question a même été un grand débat lors du processus de patrimonialisation. Quelques capoeiristes voulaient que le registre serait fait comme patrimoine culturel afro-brésilien. Mais le décret institue le registre comme patrimoine culturel du Brésil. Et c'est ça qui a été appliqué. Cette histoire est racontée par la technique de la responsable de IFAM pour le cas de la capoeira. Cette dimension a également fait que la Fondation culturelle Palmares a cherché à jouer un rôle actif dans les actions de sauvegarde de la capoeira à différentes époques. Par exemple, en 2012, elle a pris la coordination du groupe chargé de l'élaboration des actions de promotion de la pratique. De retour à Bahia, je voulais remarquer que l'articulation de politique n'était pas juste avec la députée Alice Portugal, mais aussi avec une autre sphère institutionnelle de Salvador, le département municipal de réparation. Ce secrétariat, le premier comme ça au Brésil, a été institué à Salvador en 2003 et se concentre sur la population afro. Arani Santana, la première secrétaire, déclare que cette institution est une victoire du mouvement noir. Arani Santana a été une des fondatrices du mouvement noir unifié en 1978. Alors, un maître de capoeira baiano de Bahia, Mestre Dedé, c'était un leader du mouvement contre le Conseil d'éducation physique, était l'un des responsables de l'articulation avec Arani Santana. Tous les deux étaient proches et faisaient partie du même terreiro de Candomblé. Ça montre un peu les articulations et les relations personnelles, l'importance de ça pour le patrimoine. Alors, Arani Santana, elle a demandé la patrimonialisation à l'Institut de Bahia de patrimonialisation. Cette reconnaissance est effective en décembre de 2006, 10 mois après l'ouverture officielle du processus de registre au niveau fédéral. Alors, la demande d'Alice Portugal doit être aussi comprise dans ce contexte.
Ces réseaux de relations montrent la trame sociale complexe à partir de laquelle la capoeira commence à jouer avec le patrimoine. Aussi, la demande de registre fédéral et à Bahia, ils sont élaborés presque en même temps. Je souligne aussi qu'avec la patrimonialisation, le capoeiriste de Bahia voulait se éloigner du Conseil d'éducation physique. Alors, ces demandes s'articulent au sein d'institutions d'acteurs visant à valoriser les cultures afro-brésiliennes. Ainsi, à travers le patrimoine, les capoeiristes voulaient obtenir la garantie de leur droit de donner des cours et décider quoi faire avec sa pratique. Je cite, ça c'est le cas aussi des autres manifestations. Je cite le cas de la Baiana de Acarajé, dont son savoir-faire a été enregistré en 2004. Parmi les enjeux de cette demande figurait la lutte pour qu'elles puissent maintenir leur point de vente dans les rues, en cherchant à se différencier des autres vendeurs de rue. En outre, les registres liés à l'univers culturel et religieux afro-brésilien a cherché à freiner l'augmentation des baianes évangéliques et de l'air acarajé ou boulette de Jésus. Aussi, pendant la Coupe du Monde 2014, les baianes étaient empêchées de vendre ses produits au intérieur du stade Fonte Nova, pendant les événements de la FIFA. Alors, les baianes ont fait remarquer qu'elles étaient patrimoine et que ça devrait faire une exception par rapport aux règles de la FIFA. Et c'est bien produit. L'autre remarque que je voulais faire, c'est qu'avec la patrimonialisation, la capoeira commence à dialoguer avec et faire partie aussi de l'agenda politique de divers groupes qui ne faisaient pas partie du monde de la capoeira. Les ministères de la culture, les parlementaires, les secrétariats gouvernementaux, les instituts de patrimoine. Pour terminer, de mon point de vue, la capoeira, bien qu'elle a eu une place particulière dans les actions du ministère, voire les capoeiras vivantes et sa dimension de financement, elle n'est pas seule et constitue l'univers des manifestations culturelles populaires et afro-brésiliennes, objet d'une attention particulière du ministre de la Culture de Lula. D'autre part, en plus des relations affectives démontrées par les ministres Gilberto Gil et Juca Ferreira à la capoeira, cette pratique, ou certaines de ses représentations, a synthétisé les aspirations du nouveau ministère, divulguant une image du Brésil affectueux, pacifique et ouverte au dialogue et à la diversité. Dans les actions du ministère, dans lesquelles les cultures populaires sont centrales, la politique du patrimoine immatériel a eu un investissement particulier, qu'il convient de souligner non seulement en termes de ressources, mais aussi de visibilité. Par exemple, je mentionne le Programme national du patrimoine immatériel. Il a été lancé en 2004 au Palácio do Planalto, lors les Élysées du Brésil. À cette occasion, le registre du samba du Recôncavo da Bahia a également été célébré, en plus de lancement de sa candidature à l'UNESCO. Aussi, le registre du samba de roda lui-même a été priorisé par le ministre Gil. Dans ce cas, cette priorité visait à soumettre une candidature à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de 2005. Alors, remarquez que le premier choix de Gil dans cette clé de la représentation internationale était une manifestation afro-brésilienne et liée à la matrice samba, un élément très important de la construction d'identité nationale. Enfin, je voulais souligner que les répercussions de l'événement aux Nations Unies en 2004 sont intéressantes pour nous faire réfléchir sur l'agence des capoeiristes dans ces processus patrimoniaux. Plusieurs des actions annoncées par Gil ont été plus tard rappelées par de nombreux capoeiristes tout au long du processus de sauvegarde, générant des expectatives et des demandes à l'IFAM jusqu'à récemment. Parmi elles, la demande d'une pension spéciale pour les anciens maîtres.
C'est une demande ancienne et constante dans le monde de la capoeira, car de nombreux maîtres sont morts dans la misère. Et même aujourd'hui, beaucoup se trouvent dans une situation de pauvreté. C'est une question pour laquelle des mesures palliatives ont été essayées à de nombreux moments de la sauvegarde. En 2010, des réunions régionales ont été organisées par l'IFAM dans le but de discuter avec les capoeiristes de tout le Brésil des mesures à prendre pour les sauvegarder. Je remarque que les réunions ont été organisées par un groupe de travail créé par la pression de capoeiristes qui disaient que la patrimonialisation n'avait rien fait pour eux. À l'époque, plusieurs ministères ont été appelés car il est entendu que la sauvegarde du patrimoine immatériel se trouve dans la résolution des problèmes que ces communautés rencontrent sous divers aspects et qui peuvent influencer la disparition de la manifestation patrimoniale. Parmi les ministères, il y avait un représentant de l'aide sociale, sécurité sociale, qui a explicitement affirmé l'impossibilité de créer une retraite spéciale, une pension spéciale pour le maître de capoeira, au maître de capoeira. Cette réponse a provoqué plusieurs frustrations et a montré les limites de l'action de l'IFAM. Malgré cela, cette demande s'est maintenue parmi celles des capoeiristes. Par exemple, en 2014, lors des réunions de sauvegarde à Rio de Janeiro, Maître Camisa, c'est un maître très connu, a explicitement exigé de l'IFAM une solution, non par le biais de la retraite, parce qu'il disait qu'il savait que c'était impossible, mais par le paiement d'une assistance sociale privée, un type d'assistance sociale privée et aussi un panier d'articles de première nécessité. Le maître a déclaré que lorsqu'IFAM faisait le classement d'une église, il ne pouvait pas laisser l'église tomber. Dans le cas de la capoeira, les maîtres sont une culture vivante et l'IFAM ne peut pas les laisser mourir. Pour lui, il n'avait aucun intérêt à obtenir un certificat, le registre de la capoeira, c'est penser important et après ne pas avoir une nourriture sur la table. Je termine mon discours avec ma conférence par cette intervention de Maître Camisa, car elle met en évidence un des grands défis de préservation, dans laquelle les institutions, au-delà du domaine culturel, sont nécessaires et appelées à agir, ce qui complexifie la sauvegarde. En outre, dans ce discours de Maître Camisa, nous voyons une fois de plus explicite l'agence des titulaires dans ces actions de communauté, car ils opèrent également ces catégories en cherchant l'accès et la garantie de divers droits, dont beaucoup sont historiquement refusés à ces groupes sociaux au Brésil. Merci. Et juste pour montrer quelques images, Monica, très vite. Juste parce que je pense que vous ne connaissez pas, ça c'est le savoir-faire de Paneleiras de Goiabeiras, c'est une région Espírito Santo, elle fait le casserole. Et ça c'est le peinture graphique de peuple Waiapi, qui c'est aussi patrimoine à l'UNESCO. Ça c'est le concert de la paix. En 2004 aussi, Gilberto Gil a mis Kofi Annan pour chanter très vite. Ça, je ne veux pas Et ça, c'est un graphique que j'ai fait pour ma thèse qui montre le registre pour les régions du pays. Alors, on voit que Capoeira n'est pas là, n'est pas comptée parce qu'elle est dehors de ce territoire. Et on peut voir aussi que c'est un truc intéressant, que la région sud, jusqu'à 2010, elle n'avait aucun registre. Que oui, j'ai une hypothèse qui c'est lié un peu les idées qu'au sud du Brésil n'avait pas la culture noire, l'indigène, et il n'avait que d'autres à enregistrer. Après, maintenant, il n'est plus comme ça, il a des autres registres à région sud, mais c'était un peu comme ça.
Ça, c'est Alice Portugal avec le fils de Bimba, qui c'est Maître Bimba, qui c'est un maître très connu. Les Baianas, ça c'est en bas, c'est Acarajé, c'est le petit boulette que je disais. Elles ont fait plein de manifestations autour de le stade et aussi elles ont diffusé des choses comme ça aux journaux. Ça, c'est quand le représentant du ministère responsable pour la retraite a annoncé le capoeiriste qui ne pourrait rien faire. Et c'était un grand bordel au moment. Ça, les samba de roda. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci Vivian pour cette conférence. Donc, vous avez eu les textes aussi avec le mail que je vous ai envoyé avec les liens. On ouvre là pour les questions, pour les commentaires. Si vous en avez, faites-moi signe comme ça ou dans le chat, mais plutôt comme ça. Ça suffira pour qu'on puisse poser des questions à Vivian. Dani, bye. Dani. Bonjour à toutes et tous. Merci bien, Vivian, pour cette exposition. C'était très, très bon. Merci bien. J'ai seulement une question que c'est plus en curiosité, parce que vous avez dit déjà qu'il y avait plusieurs des intellectuels sur ce mouvement. Et ça que c'est différent sur ces intellectuels, c'est qu'ils sont aussi des capoeiristes. Donc, je voudrais savoir si vous étiez aussi capoeiriste et si ce n'est pas le cas, comme ça, c'est apparu dans le terrain. Pour moi, c'est un peu intéressant de savoir sur ça. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que je peux répondre maintenant, Monica? Oui. Alors, merci, Daniela. Voilà, maintenant, je fais rien. Je suis totalement sédentaire, mais avant, je fais capoeira pour plus ou moins 13 ans. J'ai commencé quand j'avais 13 ans et jusqu'à 20 quelque chose. Alors, pendant principalement mon master, c'était un grand souci à moi. Je pensais, ah non, je dois arrêter de faire capoeira parce que je dois m'éloigner. Après, non, je dois retourner parce que comme ça, je vais être au milieu des actions. Mais à moi, c'était un processus très, très intéressant, un processus intellectuel de penser, de commencer à penser pour un autre biais la capoeira, né? Parce que je connaissais avant comme capoeiriste. Et aussi, c'était un peu, par exemple, j'ai eu un cas qu'un maître qui ne voulait pas me donner, qui ne voulait pas que je fasse un entretien d'histoire orale avec lui, parce que j'étais dans notre groupe, j'étais partie d'un autre groupe qu'il n'aimait pas de tout. Et alors, parfois, ça s'est passé les choses comme ça, le truc, parce que la capoeira a beaucoup de conflits comme ça. Mais oui, c'est un truc que... Par exemple, je dis qu'une fois, je suis allée faire une recherche et un capoeiriste a dit, ah, mais elle veut raconter l'histoire de l'autre groupe. Ah, pourquoi elle ne peut pas raconter la nôtre? Parce qu'elle n'est pas de notre groupe. Elle avait des choses comme ça. Merci, Vivian, c'est très intéressant. D'autres questions? Moi, je voulais remercier beaucoup Viviane aussi pour l'intervention. Et j'avais en fait une question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que finalement, ça pouvait te fermer plus de portes d'être dans la capoeira et de faire partie que d'ouvrir des portes. On penserait plutôt que le fait de participer, ça pourrait t'aider à ouvrir les portes. Et en fait, ce que tu as dit, c'est que ça fermait les portes parfois parce que tu étais d'un autre groupe. C'est ça parce que j'ai une très mauvaise connexion. Donc, c'était juste pour avoir confirmation. Et ma deuxième question, c'était tu as parlé beaucoup de la question des retraites. Et donc, que ça avait été fait.
en tant que retraite, mais que donc il y avait un des maîtres, Maître Paner, là, je crois que tu as dit, qui lui essayait de montrer l'absurdité et qui essayait de trouver une autre solution. Mais voilà, j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous en dire à peine plus parce que ça a beaucoup coupé et savoir si justement s'il y a d'autres solutions qui sont en train d'être trouvées qui pourraient être finalement très utiles pour les autres maîtres qui sont toutes ces situations-là pour d'autres manifestations de patrimoine immatériel. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait des pistes récentes, en fait, notamment depuis le nouveau gouvernement et s'il y a des écoute par rapport à ça ou si tout s'est arrêté depuis l'arrivée le fait que ce soit transformé justement en département et non plus que l'IFAN ait beaucoup moins de place et le patrimoine immatériel encore moins. Merci. Ok. Oui, Christine. Christine, oui. Comme j'étais capoeiriste, parfois j'ai eu les portes fermées, mais je peux pas, je vais pas, comment on dit, c'était pas toujours un problème, un souci être capoeiriste, parce que parfois il avait plein de termes, plein de mouvements, plein de manières d'être de capoeiriste que je pourrais comprendre tout de suite. Aussi, quand on ne parlait pas de tout, parce que j'étais au milieu de la capoeira. Et je fais partie de deux groupes de capoeira qui sont très différents entre eux. Mais aussi, j'avais l'habitude de me balader pour les autres groupes. Alors, je connaissais aussi les autres capoeiristes. Ça m'aidait un peu. Ça m'aidait. Mais oui, il a eu des portes fermées, des choses comme ça. Et parfois, c'est aussi un endroit, un espace difficile pour les femmes. Maintenant, c'est un peu mieux, mais c'est toujours difficile. Alors, j'ai eu des maîtres qui me demandaient, mais pourquoi tu n'as pas fait l'entretien avec moi? Et c'est comme ça, c'est avec le tu, ils n'utilisent jamais le vous. Et pourquoi avec l'autre, tout ça. Alors, la retraite, c'est une question qui c'est toujours un problème. Et que l'IFAN, il a essayé de faire quelques mesures, comme des bourses pendant l'appel de projet de 2006 pour les maîtres, aussi un autre appel à projet en 2010, quelques autres mesures. Mais il ne peut pas résoudre toute seule. Il y a un groupe de travail, il avait un groupe de travail qui était en train de penser les solutions pour tous les maîtres de la culture qu'on dit traditionnelle, des cultures populaires. Mais en ce moment-là, au Brésil, c'est pas, je ne peux pas dire que ça marche bien, au contraire. Oui, mais de toute façon, le représentant du ministère comment on dit, je dis après, j'ai oublié, pour la retraite, né, lié, responsable, chargé pour la retraite, il a dit qu'il ne pourrait pas du tout offrir ça à le maître de capoeira. Le représentant chargé de la retraite. Il a dit qu'il ne pourrait pas du tout offrir ça pour le maître de capoeira, sinon il devrait offrir pour les autres maîtres de culture traditionnelle. Et ça serait impossible parce que ça serait impossible avec le budget. Mais l'autre côté, par exemple, je peux te dire que le joueur de la Coupe du Monde maintenant, j'ai oublié l'édition de Coupe du Monde. Alors, les joueurs d'édition de Coupe du Monde, ils ont gagné du gouvernement un type de... C'est pas une retraite, mais c'est comme un prix qu'ils vont gagner l'argent pendant toute sa vie parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions économiques. Alors, on pourrait penser ça peut-être pour le maître de culture populaire. De toute façon, un grand souci parce qu'ils n'ont pas payé pour après être en retraite. Parce que plusieurs de ces maîtres, ils sont très informels, ils viennent de métier comment dire, d'un travail informel. Alors, ils n'ont pas
pu contribuer. Et maintenant, ils sont vraiment dans des conditions très mauvaises, mais pas juste eux, il y a des autres. Mais il n'y a pas de Et le solution. groupe de travail, c'était à l'IFAN dont tu parlais? Le groupe de travail, c'était à l'IFAN? Non, c'est un groupe de travail avec plusieurs institutions, justement parce que les fonds ne pourraient pas toutes seules résoudre cette question. Alors, il y avait plusieurs institutions publiques. D'accord, merci beaucoup. Je peux vous envoyer, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous envoyer les informations plus précises. Merci beaucoup, Viviane. Ivan? Obrigada. Bonjour à toutes et à tous. Merci Viviane pour ces passionnants exposés. Et ma question n'est pas vraiment une question, est plutôt une réflexion que j'étais à penser en entendant ton texte. Et je me suis demandé par rapport au concept de brasilidade, ou brasilité, un concept très cher pour nous de la science sociale. Et parce que si le travail des premiers scientifiques sociaux au début du 19e siècle était à réfléchir par rapport à cette brésilien, cet concept de brasilité ou brasilidade, qui avant prenait l'idée de la miscigenation, de la religion du candomblé, par exemple, et de toutes les pratiques africaines comme quelque chose de négatif. Si on pense dans les travaux de Nina Rodrigues, par exemple, Nina Rodrigues, pour lui, la miscigenation était le problème du Brésilien. La capoeira, en tant que patrimoine immatériel culturel, elle change ce point de vue. Dans la mesure qu'elle devient un caractère, quelque chose du Brésil, qui appartient à la culture du Brésil, elle a fait, je discute avec toi, une espèce d'inversion de ces concepts. En disant que, bon, tout ça fait du Brésilien quelque chose de très intéressant, de très positif, de très original. Tu as bien montré, par exemple, les disputes sociaux qu'il y a autour de ça, avec l'histoire du Conseil d'éducation physique. Je me suis demandé aussi si la question touristique joue là, dans l'élévation de la capoeira en tant que partie du brésilien, et partie de cette brésilianité, ou de cette inversion. Donc, je voulais juste partager ça et peut-être t'entendre un peu par rapport à cette question. Merci. Merci, Yvonne. Oui, l'idée de miscigenation, de brésilité, qu'est-ce que ça veut dire être brésilien? C'est une discussion très importante pour l'imaginaire et pour les différents projets des pays qu'on peut voir depuis le 19e siècle. L'idée de capoeira et la miscigenation, et aussi la contribution de groupes afro-brésiliens, des indigènes, des autres, on peut voir un certain mouvement avec ça. Même pendant le 19e siècle, au début du 20e siècle, il avait les conceptions comme de Nina Rodrigues, on avait aussi des autres intellectuels, des autres folkloristes surtout, qui étaient comme pour défendre la capoeira et des autres manifestations afro-brésiliennes, indigènes, comme très important pour les spécificités du Brésil et pour le pays, pour la formation. On peut voir que ça s'est récupéré aussi pendant Vargas. Et même quand maintenant je parle de manière spécifique sur le point de repère de capoeira. Vargas, le période Vargas, c'est un moment important
parce que la capoeira elle était inclue comme contravention pénale au Code pénal de 1890. Alors, c'est au moment des années Vargas qu'elle sort de cette statut. Mais même pendant elle était comme contravention pénale, on pourrait voir le gouvernement, les différents gouvernements, les différents acteurs sociaux qui prenaient la capoeira pour la valoriser juste pour cette côté de miscigenation. Et même pendant la dictature militaire, par exemple, on peut voir le support à la capoeira, mais à considérer la capoeira comme un sport national. Cette idée de sport national était toujours une question. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça aujourd'hui, mais ce n'était pas par hasard que les conseils d'éducation physique ont pris cette conception de la capoeira comme un sport. Ça, c'est lié depuis le début du XXe siècle, qu'il y a le dispute capoeira, c'est quoi alors? Il y a aussi des capoeiristes qui la voient comme un sport. Et même comme un sport, il avait cette façon de miscigénation. Je fais parfois les inventions de mots. Mais alors, il y a toujours cette idée de miscigénation, de la diversité, que c'était la particularité du Brésil. Et ça, c'est utilisé pour différents acteurs sociaux, dans différents projets politiques, des projets politiques parfois à la droite, des dictatures militaires, le projet politique plus progressiste. Pour ça que j'aime bien de souligner ces remarques que plusieurs auteurs, chercheurs ont fait par rapport à la conception de culture de gouvernement Lula. On peut voir aussi, oui, on peut voir comment cette conception de culture elle est attachée à ces notions de citoyenneté. Mais c'est toujours là un peu cette conception de miscigénation, comme un pays cordial, un pays qui est un pays un peu de démocratie raciale. Ouais. Et que les périodes comme ça fait comme non, nous montre que c'est pas du tout comme ça. Mais de toute façon, c'est un grand effort de montrer cette spécificité du Brésil, la diversité, la miscigénation comme une politique qui s'était bien fait, bien succédida. Bien succédida. Qui a réussi. Qui a réussi, ouais, voilà. Et sans dire le problème, le racisme et toutes les questions qui sont derrière ça. D'autres questions? Une question, vous m'entendez? C'est bon. Ah, Alexandre va poser sa question avant. Après, Voilà. c'est lui, Anna. Allez-y. J'ai un peu menti dans le chat. En fait, je n'ai pas une question, j'en ai 3. Quelle patrimonialisation de la capoeira est faite en dehors du Brésil, mis à part l'UNESCO? Est-ce que vous vous êtes renseigné à ce sujet? Ensuite, est-ce qu'il existe au Brésil des formes de patrimonialisation particulières pour la capoeira angole ou la capoeira régionale ou encore d'autres formes de capoeira comme celle pratiquée par Cordon de Ouro, la capoeira centrale contemporaine? Et enfin, j'aimerais bien savoir votre avis sur les conflits entre les groupes de capoeira, vu que visiblement vous y avez été confrontés. Et selon vous, à quoi ces conflits entre groupes sont dus? Entre les groupes? Oui, des conflits entre groupes. Vous avez parlé de conflits entre groupes. Un peu. Ok. Alors, merci Alexandre. Vivian, peut-être que Luana peut poser sa question et tu réponds tout ensemble après. Allez. Je vais prendre un peu de... Bonjour, merci. De toute façon, ma question reprend celle de Alexandre. Je me posais aussi la question de la notion de tradition. Est-ce qu'il y avait eu des différences dans le processus de patrimonialisation face aux différents styles de capoeira? Donc, en fait, c'est la même. Mais merci en tout cas pour la présentation. Alors, merci pour les deux questions.
Je commence alors pour la dernière, qui c'est un peu en lien entre Alexandre et Luana. La conception de tradition. Et c'est tout lié les conflits entre les groupes et si les types spécifiques de capoeira ont été patrimonialisés ou pas. C'est une question qui c'est très évident quand on parle de la patrimonialisation de la capoeira. Par exemple, quand on parle de samba, les différents types de samba ont été patrimonialisés, chacun sa foi, né? Chacun a sa place, a son registre. E j'ai dit le type de samba de Rio de Janeiro, le samba de Bahia, et on peut utiliser aussi des autres types qui sont toujours liés à cet univers de samba. Capoeira, non. Capoeira, c'était un registre. Ce sont des registres, le savoir-faire des maîtres et la roda de capoeira, mais il n'y a pas on peut dire, il n'y a pas un registre pour la capoeira régionale, pour la capoeira Angola, pour la capoeira contemporaine, non. Et ça aussi, c'est une question qui laisse la sauvegarde de la capoeira très particulière, très difficile. Pendant mes recherches de terrain, par exemple, plusieurs employés du ministère de la Culture, de l'IFAN et des autres institutions, ils parlaient à moi qu'ils ne voulaient pas du tout travailler à nouveau avec la capoeira, parce que c'était comme un cauchemar. C'était un des groupes plus difficiles de travailler ensemble. Et même si on parle aujourd'hui, on peut voir le technicien, le fonctionnaire, les employés publics qui sont toujours avec ces soucis avec la capoeira. Et aussi, ils sont très combatifs, c'est une dimension. Et à cette époque, les employés des fonds qui s'étaient chargés de la sauvegarde matérielle étaient plusieurs de femmes. Je ne me rappelle même pas les messieurs qui travaillent avec ça, mais je me rappelle toujours de femmes. Et une fois, ils m'ont demandé à penser que j'étais aussi des femmes parce que j'utilisais le même foulard que, que les employés des femmes. Mais ils étaient très, on peut dire, parfois, peut-être c'est un peu trop ça, mais parfois très agressives avec ces femmes. Alors, et quand on dit de conflit entre les groupes, il y a plusieurs explications, je fais un peu la simplification, c'est un processus un peu plus complexe. De qui est la capoeira plus authentique, plus traditionnelle, plus ancienne, et ça, on peut voir entre les groupes. Par exemple, Mestre Camisa, que j'ai dit, que j'ai parlé un peu quand il prend la parole pour faire la demande, ça c'était un meeting, une réunion très conflictive à Rio de Janeiro. Mais il dit que l'IFAN devrait aider les maîtres, mais pas tous les maîtres, les vrais maîtres, parce qu'il y avait plein de maîtres qui n'étaient pas de vrais maîtres, qui disaient qu'ils étaient maîtres, mais qui n'étaient pas. Et ça, on peut voir par différents capoeiristes. Aussi, là, en Europe, il y a des maîtres qui disent que, OK, en Europe, aux États-Unis, au monde entier, on peut voir les maîtres d'avion. Les mecs qui ont pris l'avion pour aller essayer une vie meilleure, ils sont arrivés là-bas et ils ont dit qu'ils étaient maîtres de capoeira. Mais ça, c'est pas les vrais maîtres. Alors, il y a tout ce discours-là. Et alors, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas répondu, Alexandre. Je ne sais pas. Et juste... la patrimonialisation maintenant, oui. En dehors de la patrimonialisation de la capoeira en dehors du Brésil, à part l'UNESCO, existe-t-il d'autres choses? OK. Alors, je ne connais pas la patrimonialisation, par exemple, dehors pour les autres pays. J'imagine que ça serait une question très compliquée parce que les patrimonialisations sont en général liées à les pays d'origine. Alors, ça peut se poser une question.
Et aussi la patrimonialisation internationale, l'UNESCO, c'est un peu la marque, un peu, comment dire, une marque de brasilité pour la manifestation. Je vous donne l'exemple de Baiana de Acarajé. Elle voulait être... elles ont demandé à IFAM de faire son dossier pour l'UNESCO. Et IFAM, à l'époque, a dit que ce n'était pas le cas au moment. Alors, ils ont fait une articulation avec quelques personnes, quelques groupes culturels à Nigéria. Nigéria, je n'ai aucune idée comment on dit ça en français, mais je pense que... Nigeria. OK, alors, vous avez compris. Et après, il a eu l'idée parce qu'il avait un type de boulette très pareil en Nigeria et il voulait soumettre le dossier à l'UNESCO par Nigeria. Et après, l'IFAM a dit à les Baianes, mais si vous faisiez ça, c'est tout perdu. Hein? Ça ne va pas être un truc brésilien, ça va être de Nigeria. Elles ont dit, non, mais arrête, on ne va pas faire partie de ça. Parce que comme ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas, mais je connais, les choses que je connais, c'est que par exemple, plusieurs universités, plusieurs villes au monde ont donné les clés de la ville, les hommages, le maître. À Nova York, par exemple, maître João Grande a gagné les clés de la ville. Je ne sais pas si on dit clé de la ville, mais et alors, il a été le focus de plusieurs hommages, aussi d'universités. Ça, je connais bien. Très bien. Merci beaucoup, Viviane Fonseca. D'autres questions? Moi, j'ai une. Sabrina, vas-y, Sabrina. Oui. Merci, Viviane, pour ta conférence d'aujourd'hui. Bon, je voudrais savoir avec toi si, par exemple, après la loi 11.639, qui a obligé... Tu me comprends? Oui, c'est la loi 10 000. Ah, pardon, 10 000. Bon, il a eu l'obligation de l'enseignement des cultures et histoire afro-brésilienne. Et après ça, il a eu aussi une vague de publications par rapport à tous les sujets qui sont compris dans cet univers. Et c'était à partir de ça que j'ai eu de plusieurs infos sur la capoeira, par exemple, son histoire, des choses plus précises. Et je m'aperçu que c'était une chose à la fois très connue parce que c'est présent dans tout le Brésil, dans notre société, mais à la fois inconnu parce que quand on demande les gens par rapport à l'histoire, les origines, et tout le monde est d'accord que c'est un héritage africain d'esclavage, mais pas trop que ça. Et je demande, ma question, c'est quand tu parles en dehors des circuits des capoeiristes, des gens qui pratiquent ou pendant les cours dans l'université, je ne sais pas, si tu t'aperçois aussi quelque chose comme ça que les gens ne connaissent pas du tout, parce que j'ai eu des élèves qui ils ont pratiqué la capoeira pendant sa vie à l'école, c'était des projets dans les écoles publiques, mais au fond, ils ne savaient pas trop à ce sujet. Et si tu as eu des expériences comme ça aussi, bon, c'est ça. Merci. Ouais. Merci, Sabrina. Oui, ça, juste un commentaire pour la loi 10.639. Le maître, le capoeiriste,
ont pris ça comme une manière de faire l'argumentation qui, alors, il devrait être à enseigner les collèges, au lycée, et tout comme ça. Alors, pour montrer qu'ils aussi ils utilisent plusieurs de politiques, de concepts que les institutions publiques utilisent. Alors, la capoeira, par exemple, normalement, les gens connaissent la capoeira. Ouais, c'est très rare que les gens ne connaissent pas. Mais ça ne se passe pas quand on dit de samba de roda, tambor de crioula ou des autres manifestations moins diffusées, on peut dire comme ça. Mais de toute façon, parfois, il connaît la capoeira, mais il ne connaît pas du tout son histoire. Alors, le contexte de l'esclavage, tout le processus lié à la capoeira et les autres manifestations afro-brésiliennes. Mais maintenant, je peux dire que c'est un peu mieux. Ouais. Chaque fois, en plus, par exemple, je suis professeure au programme de master de prof História, c'est pour les enseignants de collège et lycée. Et chaque fois en plus, on a plus d'intérêt pour ça, on voit plein de discussions et aussi d'activités pédagogiques que le professeur fait. Mais on trouve que c'est important quand on pense des mouvements évangéliques. Et on a aussi la capoeira gospel, la capoeira fait pour les évangéliques, qui parfois fait complètement au contraire comment on peut dire, ils oublient, ils effacent toute cette histoire qui aussi la rapproche à la religion afro-brésilienne, alors tout le même contexte. Je ne vais pas dire que tous les capoeiristes et tous les groupes de religion sont liés à candomblé, en bande ou quoi. Mais oui, c'est l'univers qui s'est attaché. Et ça, c'est un problème. D'autres questions? Moi, j'en ai une, si personne n'en a pas. Alors, moi, je voulais savoir, par rapport à la période qui précède l'arrivée de Lula au pouvoir et puis la reconnaissance de la capoeira comme patrimoine immatériel, je voulais savoir s'il y avait une mobilisation quelconque de ces maîtres de capoeira, de ces porte-paroles de cet univers, de ces divers groupes, comment ils s'organisaient pour une quelconque valorisation de la capoeira, de leur métier, qui ne passait pas forcément par le patrimoine immatériel qui n'était pas encore légiféré. Comment ça se passait, puisqu'on a l'impression que tout naît d'une initiative officielle de reconnaissance du patrimoine immatériel et qui donne donc le canal pour un dialogue avec le pouvoir. Mais j'imagine qu'il y avait une mobilisation de recherche de reconnaissance, de révalorisation, qu'elle soit culturelle ou professionnelle, qui précède quand même la reconnaissance officielle. Donc, je voulais savoir comment ça se passait avant. Ok. Merci, Monica. Alors, avant ce moment, on peut voir surtout une valorisation de la capoeira par le rapport des sports. Alors, les différents gouvernements, notamment pendant certaines périodes, ils ont fait une valorisation, une promotion de la capoeira comme un sport national. Mais on peut trouver, oui, comment on dit, quelques espaces que les capoeiristes essayaient de se mettre, surtout quand on dit le programme sociaux, les projets sociaux d'éducation et des sports, mais liés avec l'éducation. Alors, normalement, on pourrait voir ça.
notamment comme le patrimoine ou comme pour ces biens culturels très, très évidents, on commence à voir aux années 2000. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que tous les capoeiristes étaient d'accord avec cette conception de capoeira comme sport. De l'autre côté, on peut voir qu'ils étaient, la plupart n'étaient pas du tout d'accord. Ils cherchaient toutes ces conceptions de projets sociaux comme un outil d'inclusion sociale et de choses comme ça. Mais on peut dire que la relation entre l'État brésilien et la capoeira est vraiment complexe, parce que parfois ils sont proches, parfois ils sont loin. Alors, je n'ai pas le temps de faire un peu cette révision, mais c'est pas que les relations entre l'État et les capoeiristes ils commencent en 2003. Ils sont anciens, vraiment anciens, on peut dire du 19e siècle. Une curiosité, par exemple, pendant l'inventaire de la capoeira, quand les coordonnateurs ont appelé quelques mètres plus loin de cette politique et toutes de ces articulations, ils m'ont raconté pendant l'entretien d'histoire orale que parfois ils pensaient que FAN c'était comme la police. Ils disaient, qu'est-ce que la police veut avec moi? Pour montrer qu'ils étaient complètement une partie de la capoeira dehors de ça. Merci Viviane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aimerais bien poser une question. Allez-y alors, super. Okay, merci Viviane. Et en fait, moi, j'avais la curiosité de vous entendre un peu sur la méthodologie que vous avez employée. Et en particulier, je me posais la question, je m'excuse d'abord parce que peut-être j'ai raté les toutes premières minutes de votre présentation parce que j'ai eu un problème de connexion, donc je ne voudrais pas demander quelque chose que vous avez déjà dit en introduction. Mais ma question était ça, en fait, si vous avez fait recours à une observation participante, ou plutôt vous vous êtes appuyé sur l'entretien. Et du coup, si vous avez fait des observations participants, c'était où exactement? À quel type d'événement vous vous attachez? Et en revanche, par rapport aux entretiens, et notamment aux entretiens au maître, quel était exactement les types de questions que vous posez, à quel type d'informations vous étiez intéressé? Merci. Merci, Federica. Alors, la méthodologie, j'ai commencé à étudier la capoeira avant le processus de patrimonialisation. Alors, je peux dire que j'ai commencé à faire observation participative, recherche de terrain, avant que ma recherche de doctorat commence à être construite. Et alors, je faisais beaucoup de recherche de terrain. Par exemple, j'étais habituée à aller rodas de capoeira, à les batizados, qui sont les moments quand le capoeira sont présentés à les autres capoeiristes et vont gagner aussi les autres, comment on dit ça? Par exemple, change de niveau des autres fêtes. Alors, j'étais un peu partout. Et après que j'ai commencé à être un peu intéressée au processus de la patrimonialisation, j'ai commencé à aller aussi à les réunions pour la sauvegarde. Alors, je suis allée au séminaire et les réunions de capoeira vivante, de programme d'appel projet. J'étais pendant les réunions pour la sauvegarde en 2010. Les autres réunions, quand la sauvegarde était décentralisée. Alors, chaque État du Brésil faisait sa propre sauvegarde. À ce point-là, je ne pourrais pas suivre toutes les sauvegardes. Et j'ai suivi la sauvegarde de Rio. Alors, j'étais
dans plusieurs de moments de réunion. Et aussi, parfois, le maître, le groupe de capoeira m'invitait pour parler de ma recherche, pour savoir un peu plus sur le patrimoine. Alors, j'avais contact avec eux dans ces cas-là. Et aussi pour penser un peu la comparaison de la capoeira avec les autres biens culturels, parfois, quand je pourrais, j'étais aussi les réunions, les événements de sauvegarde pour les baianes, pour Jongo, pour Samba et des autres manifestations. Mais ça, ce n'était pas très constante parce que, en tout cas, je devais donner des classes, faire des autres choses. Je pourrais pas. Je n'ai pas fait le doctorat, juste le doctorat. Je travaillais beaucoup pendant le doctorat, alors ça me posait les limitations. Et je suis allée aussi j'ai pris le document institutionnel de plusieurs institutions publiques. Alors, j'ai travaillé un peu avec les deux types de choses. Et sur les entretiens, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, parce que je fais l'entretien avec les gens, des acteurs sociaux très différents. Alors, les maîtres, c'était une question. Il y avait des maîtres qui étaient aussi leaders des organisations pour la patrimonialisation ou pour les autres manifestations. Il y avait des autres noms. C'était les maîtres qui étaient en train de connaître en 2010, en 2008, en 2012 cette politique. Alors, mais pour le capoeiriste qui était aussi le chercheur pour le programme de sauvegarde, je voulais savoir un peu comment c'était le choix par exemple, parce que c'était ces chercheurs qui faisaient le choix qui maître devait être aux réunions de sauvegarde, qui maître ne devait pas. Alors, c'était quoi les critères? On peut aussi, pour Juca Ferreira, savoir un peu plus comment c'était la construction de documents de certaines politiques. Alors, c'était un peu pour savoir les choses que je ne pourrais pas trouver, les documents, les vidéos, les autres types de sources que j'avais. Et aussi parfois pour savoir le point de vue de ces individus sur les choses qui étaient bien consolidées. Un peu comme ça. Merci. Merci, Vivian. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, alors, une deuxième. Je voulais savoir si ces revendications, par exemple, sur les pensions, les retraites, la reconnaissance de la profession, que ça passe par le sport ou pas par le sport, si cette interlocution, qu'elle soit tendue ou qu'elle soit plus amicale avec le pouvoir public, si tout ça s'est interrompu avec le nouveau gouvernement ou s'il y a encore des canaux de dialogue, qu'ils soient tendus ou pas. OK. Alors, la sauvegarde de la capoeira, elle continue. Même le mois dernier, je trouvais les informations de nouvelles réunions pour la sauvegarde à Bahia, à Ceará, les différents États. Mais le cas, c'est que le département de patrimoine immatériel a le budget presque zéro. Alors, c'est évident qu'il ne peut pas faire beaucoup de choses. Et parfois, on va les mettre, et les autres aussi, communautés des manifestations culturelles, un peu fatiguées, comme s'ils étaient toujours à discuter. Par exemple, pendant la réunion de sauvegarde en 2014, le FAN a fait une table comme on fait dans les événements académiques, les congrès, les conférences. Et les maîtres, de peu à peu, ils sont levés, ils ont allé pour le café, ils ont commencé à faire sa propre discussion parce qu'ils étaient totalement fatigués. Parfois, ils font ça. Et ils disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ne font rien. Mais il y a les cas de sauvegarde qui sont un peu mieux faits. Et pour la réglementation de la capoeira, depuis 2002, je n'ai pas ces numéros, mais il y a plusieurs projets de loi pour réglementer la capoeira. Et ça, c'est un conflit
énorme entre les capoeiristes, parce qu'il y a des capoeiristes qui veulent souligner la façon sportive, il y a des autres qui veulent effacer cette façon, et aussi quel conseil va organiser ça. Alors, il a eu aussi une frente parlamentar, alors un groupe de parlementaires qui était pour défendre la capoeira. Il a eu aussi des autres projets de loi. Les capoeiristes sont articulés avec les autres députés et sénateurs pour faire les projets de loi pour mettre la capoeira, l'enseignement de la capoeira comme obligatoire dans les lycées et collèges. Alors, il y a plusieurs de choses. Et même avec le gouvernement Bolsonaro, on peut voir que quelque chose, ça continue. Merci, Vive. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On a encore le temps pour un petit peu de discussion. Allô? C'est qui parle? Alexandre. Ah, Alexandre, allez-y. J'ai du coup de nouvelles questions suite à ces dernières interventions. Vous avez à un moment évoqué de faux maîtres de capoeira au Brésil. Est-ce que vous avez, au fur et à mesure de vos recherches, trouvé ce qui pouvait qualifier un vrai maître de capoeira et le différencier d'un faux maître? Et ensuite, oui, quelles sont les législations, enfin les tentatives de législativer la capoeira, enfin, même si ce mot n'existe pas, au Brésil? Enfin, quelles lois ont été faites et quels sont les points sur lesquels elles portent? Ok, alors le faux maître, c'est pas moi qui dis, hein. C'est pas, s'il vous plaît, non, je vais avoir un problème avec les capoeiristes. Mais entre le maître, il y a une dispute. Qui sont les vrais maîtres, le faux maître? Il y a aussi une discussion sur les généalogies à la capoeira qui sont plus valorisées, qui sont alors. Et ça se passe entre les maîtres. Par exemple, plusieurs fois, j'ai écouté quelques maîtres qui demandaient à l'IFA de pas faire une promotion, faire une aide à le faux maître. L'IFA devrait dire qui était le maître faux, qui ne pourrait pas du tout essayer d'entrer dans la politique. Et ça, c'était un grand débat. Ils font être toujours comme ça. Je ne peux pas dire ça, c'est entre vous. C'est entre vous, je ne peux pas dire. Et ça, c'est une question entre les maîtres. Alors, qui est le maître qui a une tradition plus valorisée? Aussi, il y a la discussion de maître qui dit que c'était un élève de notre maître très connu et les autres disent non, il n'était pas du tout. Il a passé une semaine à faire capoeira avec lui, alors il n'est pas de son école de capoeira. Il y a toute une discussion sur ça. Mais ça, c'est intéressant parce que, par exemple, les Baianes, elles demandaient des fonds d'empêcher les Baianes évangéliques de vendre carajé parce qu'elles n'étaient pas les Baianes. Et, OK, le sauvegarde était lié à les Baianes qui ils ont une liaison avec les manifestations, avec l'univers religieux et culturel afro-brésilien. Mais il ne pourrait pas du tout empêcher parce qu'il avait les Baianes qui étaient avant de candomblé ou d'umbanda et après sont devenus évangéliques. Alors, et même les Baianes qui n'étaient pas avant de candomblé et de umbanda, même si ce n'était pas le focus de la politique publique, ils ne pourraient pas empêcher ces femmes et ces hommes, il y a des hommes aussi qui vendent acarajé. Et l'autre question,
Je pas pris les notes. Oui, pardon. Le loi, oui. Oui, j'ai pris les notes alors. Alors, les lois, il y a plusieurs pour reconnaître la capoeira comme un sport. Par exemple, en 2014, on peut voir Fondation Cultural Palmares se manifester contre un projet de loi qui voulait reconnaître capoeira comme un sport. Il y a les autres qui veulent reconnaître capoeira comme un outil d'éducation. Il y a aussi le projet qui veut réglementer qui est le maître et qui est le professeur de capoeira. Alors, il y a vraiment plusieurs. J'ai commencé à faire une organisation de le projet de loi à un moment. Après, je me suis arrêtée parce que ce n'était pas mon objectif de travailler avec ça. Mais c'est vraiment incroyable la quantité de projets de loi qui se fait dans l'Assemblée nationale. A Câmara dos Deputados e Senado, né, que são les deux parties de l'Assemblée nationale au Brésil. Ça, vous pouvez faire une recherche aussi au site internet de l'Assemblée nationale. C'est bien possible de trouver des informations. Merci. Je verrai ça peut-être au cours de mes recherches. Comment? Excusez-moi. Merci, je verrai ça peut-être au cours de mes recherches. Ok. Et aussi, si vous voulez m'écrire, je suis toujours disponible. Très bien. Merci, Viviane. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a. Anna, allez-y. Une petite question, mais d'abord une remarque peut-être pour compléter avec un exemple personnel cette question des vrais maîtres et faux maîtres. Je pense qu'elle se pose peut-être encore plus dans la diaspora capoeiristique, si on veut dire. Et j'avais été étonnée de voir, donc, par une connaissance qui est maître brésilien de Rio, qu'ils avaient un groupe WhatsApp, Corde Rouge de tel groupe, où ils débattaient mais constamment sur qui allait être maître officiel ou non. Et c'était vraiment des longs débats, et bien souvent, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et donc, on laissait du temps couler pour laisser à ce candidat le temps de faire ses preuves, alors qu'il n'était pas au courant qu'on discutait là-dessus. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même une organisation interne très forte, et je me demande comment est-ce que le gouvernement pourrait dire qui est vrai maître et faux maître, alors qu'ils ne sont même pas dans les groupes. Ça me paraît complètement difficile et peut-être pas très légitime aux yeux des maîtres eux-mêmes. Et j'avais une dernière petite question. Vous aviez dit du coup qu'il y avait un registre pour la roda et un registre pour les mestres. Et parce qu'on a beaucoup parlé des mestres, qu'est-ce qui est dans ce registre par rapport à la roda? Ok. Alors, la politique, merci Luana, la politique de patrimoine immatériel, elle est basée pour l'idée de référence culturelle au Brésil. Et alors, le chercheur a fait cette définition qu'il a quelques références qui sont très importantes pour la capoeira. D'un côté, on voit les maîtres, les mestres. Et de l'autre côté, on voit la roda, qui c'est une façon sur laquelle la capoeira a une expression, on peut dire comme ça. On peut trouver différents types de rodas, différents types d'instruments, s'il y a comment on s'organise, s'il y a les applauses au pas. Alors, mais il y a toujours la roda. Et ça, alors, c'était compris que c'était une référence pour la capoeira. Et aussi, c'était la roda qui a été patrimonialisée à l'UNESCO en 2014. C'était la roda qui était le registre choisi pour être soumis à l'UNESCO. Et pour le faux maître, alors j'espère que le gouvernement ne veut pas dire qui est le maître, qui est le faux et qui est le vrai.
la politique au début, on peut dire jusqu'à maintenant, la politique de patrimoine matériel brésilien ne veut pas faire ça. Et ça, je pense que c'est une question, si on peut faire une évaluation d'une politique publique, je peux me permettre de faire ça, je pense que c'est une spécificité qui va très bien. Il y a plein de problèmes dans le monde pratique de comment on va faire la sauvegarde, qui sont les communautés qui sont envisagées pour la sauvegarde. Mais d'autre côté, par exemple, on voit que le gouvernement, il y a un chercheur de UFBA, qui est très connu de la politique culturelle, qui dit que les politiques culturelles au Brésil, ils ont des tristes traditions, qui n'a pas de continuité. Alors, il va faire il va parler un peu de ça. Il n'y a pas de continuité, on ne peut pas dire qu'une politique commence comme ça, elle va toujours être là-bas. Et alors, si on va par exemple un gouvernement comme on a maintenant, et si on a une indication que le président, c'est qui va dire qui doit être valorisé. Alors, je pense qu'en ce point-là, c'est aussi très autoritaire de penser une politique publique comme ça. C'est évident que, par exemple, c'est toujours les intellectuels, les conseils de patrimoine qui va dire qui est ou qui n'est pas patrimoine. Il y a des manifestations qui ont demandé le registre et c'était dire non, vous n'êtes pas un patrimoine national. Alors, je sais, je suis au courant que ça se passe. Mais entre les manifestations, qui va être le maître plus important ou pas, je pense que c'est un truc qu'ils doivent résoudre entre eux. Et ça, c'est partie de leur propre configuration. Même s'il y aura une institution publique de l'État qui va dire « Non, vous êtes les autres maîtres vont dire « Non, mais qui êtes-vous pour dire c'est qui le maître ?» Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si c'est trop fatigant de parler beaucoup sur cette question de l'authenticité des maîtres de capoeira, mais je voudrais savoir s'il y a quelques rapports entre des politiques culturelles et des décrets 48887 de 2003 sur l'auto-identification, que c'était un décret très important pour des manifestations culturelles et des groupes ethniques. Et il y a beaucoup d'influence sur la Fondation Palma et des choses comme ça. Donc, je voudrais savoir s'il y a quelques rapports sur cette question de l'auto-identification. Non, il n'y a pas. Ah, c'est bon, merci. L'origine afro-brésilienne, c'est bien valorisé. Mais ce n'est pas le cas que c'est le maître qui est blanc ou le maître qui est noir qui va être valorisé. C'est surtout la généalogie à laquelle il appartient qui va dire s'il est vraiment un vrai maître ou pas. Et aussi la reconnaissance que les autres maîtres font. Alors, ils ont beaucoup par exemple, il y a beaucoup d'invitations d'un maître à aller sur un autre groupe, chez un autre groupe. Alors, qui est l'invité, qui n'est pas l'invité, qui est invité par qui? Alors, il y a toute une question liée à ça. Encore des questions? Alors, on va conclure en remerciant Vivian pour cette intervention passionnante. Vous allez avoir bientôt un article publié dans notre revue, je l'espère, parce que c'est les cheminements de ces séminaires. Le texte provisoire qu'on a distribué va devenir un article qui sera soumis à la revue et dans un délai pas trop long publié. Et puis, je vous invite à notre prochain midi, qui sera la semaine prochaine,
sur un tout autre sujet, donc le 1er février. C'est notre collègue Anita Leandro de l'UFRJ qui va nous parler, c'est une historienne du cinéma, qui va nous parler sur les principes du montage autour de quelques images de l'amnistie brésilienne. Voilà. Et on va avoir droit à plusieurs images pendant cette séance. Merci beaucoup à tous. Merci Viviane. Et à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée.